Notre dernier sujet maintenant, c'est le Togo. On va parler de cette sortie de la conférence des évêques du Togo, les évêques qui exigent de véritables réformes politiques. Les évêques ont sorti donc un communiqué à l'issue de leur rencontre habituelle. Je vais juste lire la partie où ils se sont intéressés à la situation sociopolitique. À propos de la situation sociopolitique, les évêques ont observé à regret qu'à l'image des autres élections qu'a connues notre pays, celle de février 2020 a été marquée par de nombreuses irrégularités qui ont plongé le Togo dans un mouvement prévisible de contestation des résultats, de la proclamation des résultats. C'est le lieu de rappeler que sans une sérieuse réforme du cadre électoral en vue d'élections libres, transparentes, crédibles et paisibles, la démocratie ne peut pas réellement fleurir au Togo. David Jagbavi, on sait que quand les évêques sortent, leur communiqué ne laisse jamais indifférent. Cette partie-ci est abondamment commentée ces temps-ci. Vous pensez que les évêques ont à nouveau outrepassé leur pouvoir de berger spirituel? Oh non, vous savez, même le pape, l'actuel pape, là, c'est François. François parle de politique. Hein. Il fait des discours politiques. Et donc aujourd'hui, c'est devenu une habitude. En tout cas, chaque année, les évêques se réunissent pour se prononcer. D'abord observer la scène politique, tirer des conclusions, et puis après se prononcer sur la situation politique de notre pays. C'est pas la première fois. Et ça n'a jamais gêné personne. Je ne crois pas que ni le gouvernement, ni l'opposition ou encore la société civile se sent ciblé par les conclusions de ces sorties des évêques. Seulement que ce qui se dégage dans leurs conclusions est un constat général. Beaucoup de Togolais vous diront que c'est vrai, les dernières élections présidentielles ont braqué la scène politique. Il y a eu des tensions, nous les avons vécues tous, avec le cas de la dynamique. Monseigneur Poduro et son candidat, les réclamations des victoires de ce candidat, de la dynamique, etc. Il y a eu quand même des situations qui ont été vérifiées et qui sont contenues dans la sortie des évêques du Togo. Et ça, tout le monde en est conscient. Alors, cette sortie est aussi interprétée comme un message fort à l'endroit du gouvernement. Puisqu'aujourd'hui, tout ce qui est contenu dans cette sortie s'adressait beaucoup plus au gouvernement. Ils ont parlé d'impunité, ils ont parlé de meurtres, d'assassinats qui sont restés non résolus, ils ont parlé de détournement, etc. Oui, c'est des fléaux qui gangrènent notre société. Tout le monde en est conscient aujourd'hui. Et donc, cet appel qui est lancé par les évêques du Togo à l'endroit du gouvernement doit amener le gouvernement à se pencher véritablement sur ces questions qui composent aujourd'hui nos quotidiens et qui sont reprises par l'opposition pour justement s'attaquer au pouvoir ou au gouvernement en place. Et donc c'est une belle sortie qui va véritablement apporter de la réflexion selon le camp dans lequel vous vous retrouvez. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cette sortie des évêques vient compléter en tout cas le constat qui est fait par beaucoup de Togolais aujourd'hui sur la situation politique dans laquelle les dernières élections ont plongé le Togo et qui compose aujourd'hui une source de réflexion pour véritablement apporter des réponses à ces crises-là. Sur cette partie justement du communiqué de presse de la conférence des évêques du Togo, est-ce qu'il faut parler de parti pris? Moi, avant de répondre à votre question, mais je parlerai de confusion qu'on fait entre la religion et la politique. C'est deux choses différentes. Conduire les bergers, le peuple de Dieu, au bon endroit, ce n'est pas nécessairement la même compréhension de la chose politique. Et depuis un certain temps, nos pères évêques ont pris une certaine position. Mais donc, il y a une certaine partialité dans leur dire, dans leurs propos, que
ils peuvent être, on peut leur prêter toutes les intentions parce que leurs jugements ne sont pas vraiment équilibrés. Donc c'est comme s'ils font la part belle à une classe politique par rapport à une autre. Donc c'est là où je parlais de ne pas faire la confusion entre la religion et la politique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc en tant qu'humains, en tant que Togolais, eux aussi, ils ont dit ce qu'ils veulent dire. Mais là où, surtout dans cette partie, là où ils ont parlé de la ruse, qu'on ne devrait pas en politique être rusé. Donc c'est là où je me dis que en fait ce ne sont pas des politiques. Donc parce que la politique c'est la stratégie, c'est la ruse. Parce qu'il y a un camp qui doit nécessairement aller à la quête du pouvoir et il y a un autre camp qui doit chercher à conserver ce pouvoir-là. Et lorsque vous posez des jalons politiques, donc vous devez faire usage également de ruse. Donc c'est pourquoi on parle en sciences politiques de la ruse politique. Donc là, on ne peut pas faire de la politique sans être rusé. Parce que là où tu dois même, disons, espionner au sens figuré l'adversaire politique, essayer d'anticiper sur les actions de l'adversaire politique pour mieux se positionner. Donc on ne peut pas refuser la ruse à tout acteur politique, que ça soit du pouvoir ou de l'opposition. Et c'est ça même qui donne de la matière à la chose politique. Donc de ce côté, nos pères évêques n'ont pas bien apprécié, ou bien moi je trouve quelques lacunes. Oui, mais est-ce de ce qu'ils doivent côté. apprécier la ruse, qui est peut-être quelque chose de lié, qui est lié à la façon de faire la politique, mais ils apprécient les faits. Et est-ce que ça produit cette ruse-là, justement? Oui, une chose est d'apprécier les faits, mais une chose est de ne pas laisser transparaître aussi ces commentaires, parce que lorsque nous voyons comment est-ce que ces partis ont été rédigés, donc c'est qu'ils ont fait des commentaires, donc ils ont porté leur jugement sur un certain nombre de faits politiques. Et là, le fait de porter des jugements, c'est cela même qui a biaisé un peu. Donc, s'il faut comprendre la sortie de nos pères évêques que nous respectons, il faut s'en référer un peu à leur précédente sortie aussi. Leur précédente sortie qui... Ils sont conséquents. Hein. Non, mais ils sont conséquents dans une certaine logique. Je dis bien, ils sont conséquents dans une certaine logique. Et je l'avais dit dans mon premier développement que leur caractère conséquent est unidimensionnel. Donc, c'est dirigé seulement vers un camp. Donc là, et aujourd'hui, le commun des mortels fait la part des choses pour dire que on ne voit pas dans cette conférence des évêques, c'est-à-dire un jugement qui soit vraiment impartial. Mais on leur prête, et eux-mêmes, ils prêtent l'intention. Lorsqu'ils prêtent l'intention, donc on peut aller à toutes les analyses possibles. Il faut dire, avant tout, je conçois que nos pères évêques sont des humains comme nous. Donc ils vivent dans notre société. Oui. Ils voient des choses. Maintenant, avec la mission qu'ils ont, donc ils doivent savoir choisir, disons, les angles d'approche et le verbe nécessaire pour ne pas prêter des intentions à un camp ou bien à un autre. Malheureusement, dans toutes leurs sorties, donc c'est les reproches qu'on leur fait toujours. Mais c'est toujours bon de dire, de vider ce qu'on a dans son ventre aussi. Parce que ça, je ne peux pas dire que cette sortie est dirigée vers la classe politique au pouvoir et autres là. Mais en faisant l'amalgame même dans les choses, donc on dirait qu'il y a une certaine insuffisance ou bien il y a une certaine expression de haine, de dédain qu'on veut exprimer par rapport à une classe politique. Vous faites la lecture de cette manière quand vous lisez ce communiqué de la conférence des évêques, surtout la partie sociopolitique. Vous pensez qu'ils sont clivants? Bah, tout le monde fait le constat. Hein. Tout le monde fait le constat. Tout le monde a fait le constat qu'il y a eu une crise politique qui a suivi les dernières élections présidentielles. Tout le monde l'a vu. On l'a vécu tous. Tout le monde sait aussi qu'il y a la culture de l'impunité. Pour beaucoup de Togolais, il y a se laisser aller de la part du gouvernement face à certains dossiers sur lesquels le gouvernement devait réagir à temps pour faire comprendre aux Togolais que nous sommes sensibles à ce qui se passe. Nous sommes sensibles à vos souffrances. Nous vous écoutons. Nous sommes prêts à vous défendre. Il y a des cas d'assassinat qui n'ont jamais été résolus. C'est des Togolais qui ont été tués. C'est
c'est nos concitoyens qui ont été tués. Mais ces assassinats n'ont jamais été résolus. Il y en avait eu plein. Des détournements, etc. C'est ce qui est contenu dans le message des évêques du Togo. Et ça s'est arrêté là. Et ce message s'adresse à qui? Au gouvernement. C'est le gouvernement qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est le gouvernement qui est là, qui doit répondre à ces questions-là de la part des évêques. Le constat, il n'est pas seulement unidimensionnel. La CET, la conférence des évêques du Togo, ne s'attaque pas au gouvernement, mais lance un appel au gouvernement pour l'inviter à se prononcer sur ces sujets délicats qui frisent, qui déstabilisent le pays. Aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu des situations qui se sont passées et qui ont été dénoncées par une classe politique, qui ont été dénoncées par la conférence des évêques du Togo. Même le gouvernement en place est conscient que les Togolais l'attendent sur des questions primordiales. La question de l'impunité dans ce pays. Vous êtes d'accord avec moi, Credo? On a vu ce qui se passe dans d'autres pays, en RDC par exemple. Il faut que le gouvernement réagisse. La dernière fois, on parlait d'un dossier de 500 milliards. Mais c'est terrible que ce petit pays soit pillé par certaines personnes au bon vouloir de leur gourmandise. Et donc, c'est ces points sur lesquels la conférence des évêques du Togo veut appeler le gouvernement à réagir. Et quand il va réagir, c'est pour le bien de nous tous. Aujourd'hui, si on nous dit que le gouvernement est prêt à apporter des réponses aux questions que se posent les Togolais, c'est dans notre intérêt à tous. Et donc, les évêques ne visent pas un seul camp, mais c'est l'ensemble de la scène politique togolaise. Et cette responsabilité, elle est portée par le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui est là aujourd'hui, qui gère les dossiers. Et donc, c'est une interpellation. C'est un message fort qui a été adressé. Et je ne pense pas que le gouvernement soit insensible à cet appel-là. Et ce gouvernement s'investit tous les jours pour justement chercher à apporter des solutions, chercher à apporter des réponses qui sont peut-être insuffisantes pour les Togolais, qui sont insuffisantes pour certains de nos compatriotes et qui interpellent tout le temps ce même gouvernement sur ces questions-là. Et donc, il y a quand même cette attention dont bénéficie aujourd'hui le gouvernement, les évêques, de la part du gouvernement. Et cette question, elle est essentielle aujourd'hui. Il faut à un moment qu'on arrête de vouloir du mal à ce pays. Parce qu'il y a certains qui s'estiment peut-être protégés par une entité politique qu'on ne connaît pas et qui se disent, voilà, quand c'est comme ça, c'est nous, non. Aujourd'hui, la conférence des évêques du Togo est un peu comme le porte-parole de ces Togolais qui ont envie, qui ont besoin de parler, de s'adresser au gouvernement. Et en le faisant, c'est pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit ou à quelque investissement que ce soit du gouvernement, mais c'est beaucoup plus cette envie d'appeler le gouvernement à agir, parce que pour eux, il est peut-être temps que le gouvernement agisse. Finalement, sur le dernier point qu'évoque David Jagbavi, la conférence des évêques du Togo est quelque part la voix des sans-voix. Oui, mais moi, je voudrais qu'on reste dans le sujet tel que formulé. Parce que nous prenons le message des évêques, la dernière sortie des évêques par rapport aux questions des suggestions pour les réformes politiques. Donc là, si on veut rester dans ce coin, dans ce canevas, donc je crois que le commentaire composé de mon cher ami et Jagbavi a extrapolé le champ retenu pour ce débat. Donc c'est vrai, lorsqu'on veut extrapoler cela, on a beaucoup de choses à dire. Et concernant les violences, les formes d'assassinat, donc les évêques n'ont fait que dire ce qu'ils ont à dire aussi. Mais moi, je voudrais m'en tenir au débat, au sujet tel que formulé. Et le sujet, c'est justement la partie que vous nous avez lue, parce que ce message des évêques comporte au moins 5 chantiers.
et lorsque nous prenons les compartiments. Mais le sujet qui est retenu pour le débat de ce soir, La partie sociopolitique. c'est la partie sociopolitique. Donc, on n'est pas allé, donc on ne demande pas d'aller sur le terrain des violences, des assassinats. Oui, mais maintenant, quand on reste uniquement sur le champ sociopolitique, quand ils écrivent que qu'à l'image des élections qu'a connu notre pays, celle de février 2020 a été marquée par de nombreuses irrégularités. ce sont les évêques C'est ce que beaucoup ont exprimé. C'est là où je parlais de la voix des sans-voix. Beaucoup l'ont dit que tout ce qu'on a fait le 22 février 2020 n'était pas régulière. Non, mais, ce qu'ils disent. non, mais on peut faire père des évêque. constats, d'insuffisance, mais je ne pense pas qu'il revient à la conférence des évêques de statuer sur l'irrégularité. Et dans un processus électoral, donc nous avons des mécanismes. Et les mécanismes, nous avons disons, des institutions qui s'en occupent. Et les institutions ont bien fonctionné. Lorsqu'ils demandent la réforme du cadre électoral, donc ça c'est un sujet très important. Mais le sujet là, ce n'est pas comme on doit faire de la magie. Prenons par exemple, disons, le statut des actuels commissaires de la CENI. Donc on dit qu'il reste en place jusqu'à une nouvelle CENI. Donc il va falloir que les acteurs politiques s'accordent sur l'essentiel. C'est là où moi je voudrais interpeller les acteurs politiques. Lorsqu'on parle du cadre électoral, ce n'est pas de nourrir uniquement l'ambition de se voir au perchoir. Donc il faudrait qu'ils réfléchissent sur, disons, les règles du jeu, que chacun participe. Qu'un côté ou bien un camp ne fasse pas la politique de la chaise vide et demain continue pas à crier sur tous les toits qu'il y a eu des irrégularités, qu'on nous a volées, qu'on nous a lâchées. Mais, donc là, et si nous prenons tel que formulé par les évêques... La dernière fois, il y a eu 7 candidats en lice, il n'y a pas eu de politique de chaise vide. Non. La CENI était pourvue par les 17 qui étaient en lice. Oui, mais nous avons vu également les commentaires qui s'en sont sortis après. Et on en a même vu. Si nous prenons celui qui est arrivé en deuxième position, porté par la dynamique, mais jusqu'à aujourd'hui, il a un de ses représentants À la CENI. à la CENI. Et le représentant de la CENI n'a dit mot sur tout ce qu'on a annonné sur les réseaux sociaux, sur les médias comme irrégularité. Et le gars, il continue toujours pas à percevoir ses indemnités. Et il continue pas à bénéficier des avantages et autres là. Parce qu'il y a ce bénéfice-là qui le couvre pour dire qu'il doit rester en fonction. Maintenant, sur le processus, sur ce que les gens mettent entre guillemets comme les nombreuses irrégularités. Mais on a vu, certes, la dynamique, Monseigneur Podro, faire des sorties pour dire que ce sont les réels vainqueurs de ces élections-là. Lorsqu'il y avait justement cette polémique-là, mais on aurait souhaité que le représentant du MPDD, qui est aujourd'hui commissaire de la CENI, puisse faire une sortie. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Oui, mais sauf que la CENI a un cadre pour communiquer, donc c'est pas à lui Non, de se lever, non, de sortir. non, mais en tant que... Parce qu'il est assermenté, donc il n'est pas forcément obligé de rentrer dans une défense de son parti politique. Quand il est à la CENI, il se départit de son manteau politique et il devient technicien de la chose électorale. Nous n'en disconvenons pas, mais le problème était arrivé à un sommet que le représentant avait son mot à dire. Et le représentant n'a rien manifesté. Même si on veut décortiquer les sorties des membres de la diaspora, de la dynamique, Monseigneur Podro, en aucun moment, ils n'ont laissé l'impression comme quoi ils avaient de la matière provenant même de la CENI. Ils ne l'ont même pas fait parce que le travail a été collégial là-bas. Et le représentant du MPDD de M. Agbome Kodjo ne pouvait pas dire autre chose que ce qui s'est passé sur le terrain, ce qu'il a constaté. Parce qu'il y avait, disons, cette conscience, cette honnêteté. Donc là, voilà. Mais on a vu comment la dynamique, Monseigneur Podro, avait manœuvré aussi pour aller dans l'intoxication à un certain moment. Et on a vu les conséquences politiques que nous avons aujourd'hui sur le terrain. Donc là, certains me diront qu'il n'a pas été maladroit comme un ancien confrère Pedro Amouzou, parce qu'on aurait eu un certain Pedro Amouzou là-bas, que Pedro Amouzou allait toujours commettre ses gaffes ou bien allait faire ses sorties, et même outrepasser. Donc je vous emprunte le verbe outrepasser ses prérogatives. Mais on aurait souhaité que la politique soit faite de façon honnête et autre là. Ce que les évêques ont dit, moi je prends ça comme des suggestions. D'accord. Des suggestions, on ne peut pas leur en vouloir, mais on devrait avoir aussi ce courage-là de dire qu'ils ont regardé dans une certaine direction. Si l'expression unidirectionnelle
ne tient pas ou bien ne satisfait pas mon cher ami David, je prends unidimensionnel. Alors, David, en même temps, quand les évêques disent que l'élection de février a été marquée par de nombreuses irrégularités, j'allais demander sur quoi se base-t-il. Le Conseil épiscopal justice et paix n'a pas été autorisé à observer le scrutin, donc la conférence n'a aucune donnée arithmétique, mathématique, statistique sur laquelle s'appuyer pour dire que les élections étaient irrégulières quand toutes les missions d'observation ont salué des élections crédibles, transparentes dans les standards internationaux. Ouais, mais ce n'est pas parce que la conférence des évêques du Togo n'a pas reçu d'autorisation d'observation de ces élections qu'elle ne peut pas se prononcer sur ces irrégularités. Justement, en se prononçant sur ces irrégularités, c'est parce qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance. Tu le penses? Et ce constat a été fait aussi par d'autres personnes. Hein. La preuve, vous savez, quand on parle d'irrégularité, ce n'est pas forcément la terminologie que certains veulent donner à ce terme-là. Non. Lorsque la CENI avait donné les premiers résultats, elle avait donné 72% au président du Parti UNIR. Mais quand le dossier a atterri sur la table de la Cour constitutionnelle a donné 70%. Comment vous pouvez expliquer ça? En tenant compte des recours introduits peut-être par Agbéoné, voilà. Donc, qui a été retenu par un droit. Voilà, donc ces recours sont aussi conçus ou compris comme des irrégularités. Non, c'est quelqu'un. Non, ce n'est pas la compréhension de l'irrégularité, mon cher confrère. C'est un candidat qui a introduit. Non, la CENI proclame les résultats provisoires. Voilà. Puisque c'est un candidat qui s'estime non satisfait et qui a introduit des recours auprès de l'institution. C'est autorisé par la loi. Et dans ce recours, le candidat donne les raisons. Et ces raisons, pour ce candidat, je ne pense pas qu'il y aura des recours qui seront introduits pour confirmer les résultats donnés provisoires par la CENI. Donc ces recours permettent au candidat d'apporter, de dénoncer d'abord, de dire pourquoi il ne se retrouve pas dans les chiffres et d'apporter des preuves. Donc tout ça compose aussi des irrégularités de la part du candidat qui introduit ces recours-là. Et donc aujourd'hui ici, la conférence des évêques parle d'irrégularité, c'est parce qu'elle détient peut-être des éléments qui justifient sa prise de position par rapport à ce sujet-là. Vous savez, la question des élections dans tous les pays, c'est une question très sensible. Donc, personne ne peut se lever et chercher à se prononcer sur cette question sans véritablement être sûr de ce qu'il a à dire. Et donc aujourd'hui, je crois quand même que cette requête qui a été faite à l'endroit du gouvernement permettra au gouvernement de revoir aussi le cadre électoral de notre pays. Ça en va dans l'intérêt de nous tous. Le gouvernement, je crois qu'en 2005, on avait fait des élections dans ce pays. On a vu comment ça s'est passé. En 2010, les choses se sont un tout petit peu améliorées. En 2015, il n'y avait pas eu de violence, il n'y avait pas eu de mort. En 2020, il n'y en avait pas eu. Donc nous partons de mieux en mieux. Et c'est dans ce sens que ces propositions sont faites à l'endroit du gouvernement pour qu'il se penche sur ces dossiers-là. Beaucoup de Togolais attendent le gouvernement sur toutes ces questions. Credo parlait de 5 axes qui ont été cités dans le mémorandum des évêques. Oui, ces axes ne visent pas seulement à ternir l'image du gouvernement ou à dénoncer le gouvernement. Non, mais c'est des propositions qui sont faites. Et je pense que ces propositions seront versées dans un canal de réflexion qui permettra en tout cas au gouvernement d'apporter, comme je le disais tout à l'heure, des réponses. Aujourd'hui, il y a eu des assassinats dans ce pays. Le Togolais a besoin de savoir ce qui se passe. Il y a eu des situations difficiles. Il y a eu des cas de détournement. Les Togolais ont besoin de savoir. C'est notre droit. Et je pense que le gouvernement doit plutôt prêter attention à ces requêtes qui sont formulées dans ce mémorandum. Oui, vous permettez que je demande respectueusement à mon cher ami et confrère David pour qu'on reste dans le débat. Et le débat, le sujet est assez formulé. Je voudrais le prendre au mot. Il a dit des choses à peu près intéressantes lorsqu'il nous parle
il nous donne sa compréhension des irrégularités contenues dans le message de nos pères évêques. Je dis, le processus électoral, le cadre électoral, donc c'est dit clairement, la CENI proclame les résultats provisoires. Et à partir des résultats provisoires, s'il y a un candidat qui n'est pas satisfait, qui n'est pas content, fait des recours. Et les recours doivent être motivés. Donc, un recours motivé n'est pas une littérature française. Donc, c'est que vous devez apporter les éléments d'appréciation, les preuves. Les recours qu'a formulé la dynamique, Monseigneur Podrigo, mais nous avons vu, lorsqu'on a eu le rendu de délibéré de la Cour constitutionnelle, nous avons vu qu'il n'y avait même pas de preuves matérielles. Mais la dynamique Podrigo n'a fait que énoncer des théories en griffe. Donc là, comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez gagné les élections, que vous avez gagné dans telle zone, lorsque vous n'apportez pas les preuves contraires qui puissent confondre les chiffres de la CENI. Donc là, on ne peut pas parler au sens propre d'irrégularité. Maintenant, il y a un autre côté aussi. Vous savez, le problème de l'opposition togolaise, c'est que l'opposition togolaise n'a pas compris que pour gagner une élection, il faut se prendre assez tôt, être sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine génération de jeunes acteurs politiques qui le font. C'est là où moi j'admire, disons, le courage et l'audace d'un certain Jerry Taman, qui est tout le temps sur le terrain. Mais même d'un certain Abbas Kabwa, qui est tout le temps sur le terrain. Parce qu'ils ont compris que l'électorat ne se gagne pas uniquement dans la capitale, ou bien sûr les radios et les télévisions. Lorsqu'on on vocifère, on jette de l'anathème sur la partie qui gouverne, parce qu'il faut faire un travail de terrain. Maintenant, lorsque vous n'arrivez même pas à positionner des éléments dans les bureaux de vote, lorsque vous n'arrivez pas à avoir des éléments de preuve pour pouvoir contester, mais vous estimez que à partir de ce que vous avez fait comme sortie sur le terrain, vous devez être les vainqueurs. Non, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la première communion, ni jusqu'à la confirmation, comme on vous donne la bénédiction. Non, il faut aller sur du concret. Qu'est-ce que les acteurs politiques ont fait sur le concret? Non, rien n'a été fait. Le seul, disons, résultat positif de M. Agboueme Kodjo et de sa dynamique, c'est d'être arrivé à détrôner un certain Jean-Pierre Fabre de son éternelle deuxième place. Et autres là. Donc là, on ne peut pas parler, on ne peut pas expliquer ce que les évêques entendent par irrégularité par ces exemples. Donc c'est la toute petite nuance que je voudrais apporter pour qu'on puisse mieux apprécier. On est déjà à la fin de l'émission, mais rapidement, je vais vous entendre quand les évêques demandent à ce qu'il y ait des réformes politiques. On a aussi comme l'impression qu'au Togo, on est dans un éternel réformisme. Oui. On fait quelque chose aujourd'hui, demain, certains disent on n'est pas d'accord, bon, on demande, faites encore des réformes. Ben, si ça participera à améliorer le champ politique togolais, bah, c'est tant mieux, ça va dans l'intérêt de tout le monde. Alors aujourd'hui, les réformes... Si les réformes sont entendues comme, bon, ça va amener le parti au pouvoir, perdre les élections, non, mais ils ne vont pas accepter non plus. C'est un faux débat. C'est ce qui avait cristallisé la position de certains. On a fait croire au parti au pouvoir que si vous acceptez les réformes, vous partirez forcément. C'est faux. C'est UNE qui est au pouvoir. C'est UNE qui a organisé les réformes dernièrement à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est partie? Elle n'est pas partie. On a eu des élections. Ils ont gagné. Alors, pourquoi il fallait faire passer ce message-là? C'est ce qui a fait que depuis très longtemps, la question des réformes politiques n'a jamais été abordée avec autant de volonté. Des gens ont dit qu'il n'y aura pas de réformes parce qu'on pense que s'il y a des réformes, nous on partira. C'est faux. Il y a eu des réformes sous UNIR, sous l'Assemblée nationale à majorité UNIR. Après, il y a eu des élections, UNIR est encore au pouvoir. Alors, il faut qu'on arrête de faire croire ce genre de discours. Merci. La réforme politique, c'est pour tout le monde. C'est pas pour tel parti. Merci beaucoup. Merci, mais je voudrais ajouter que les réformes politiques ont été faites, donc on doit seulement poursuivre les efforts d'amélioration. On parlait des réformes et du cadre électoral. Non, le cadre électoral, donc ça c'est un débat, donc des efforts ont été faits aussi à ce niveau, mais cela ne voudrait pas dire que... Ne satisfont pas les attentes de tout le monde. Non. Oui, c'est là où les acteurs politiques doivent savoir raison garder, s'attabler, et nos pères évêques devaient jouer, conduire ce peuple-là, et non trancher comme ils l'ont fait. C'est le même rôle qu'ils jouent. C'est la même chose qu'ils ont fait. Non, dans ce même mot.